Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Ourélana-Pepin. Cette semaine, à votre bulletin de nouvelles TV Ciel, il ne reste plus qu'un mois aux commerçants de Saint-Sauveur pour se conformer au règlement interdisant la distribution d'objets de plastique à usage unique. Loisirs Laurentides a présenté les finales régionales de secondaire en spectacle à l'Académie Sainte-Thérèse. La Ville de Mont-Laurier a adopté l'adjudication du contrat de construction de la nouvelle bibliothèque de Mont-Laurier. Et la MRC des Laurentides renouvelle son entente avec le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration dans le cadre du programme d'appui aux collectivités. Nous plongerons également dans toutes les actualités du territoire des Laurentides. La Ville de Mont-Tremblant annonce l'élaboration d'un plan directeur visant à moderniser et améliorer l'organisation et la structure de son réseau de sentiers. Cette initiative comprend une étude complète sur l'ensemble du réseau de sentiers de Mont-Tremblant, englobant la réserve naturelle, le domaine Saint-Bernard et la montagne de Grey Rocks. Cette étude aura pour objectif de donner des orientations sur le mode de gouvernance, s'assurer de la protection à perpétuité des territoires concernés et établir une structure organisationnelle axée sur le développement durable. Pour réaliser ce mandat, un contrat a été octroyé à la firme BC2 Groupe Conseil, reconnue pour son expertise dans les domaines du plein air et des sports récréotouristiques. Pour assurer le suivi de ce mandat, un comité conseil sera créé et afin de favoriser la participation citoyenne, 2 sièges seront réservés aux membres de la communauté tremblantoise adeptes de plein air. Les postes seront répartis comme suit. Un représentant des usagers du réseau de sentiers et un représentant de club ou de commerce directement impliqué dans les activités de plein air à Mont-Tremblant. La population sera aussi invitée à s'exprimer au cours des prochains mois lors de consultations publiques qui se présenteront sous forme de questionnaires en ligne et d'un atelier de réflexion. Les dates et les informations quant à la tenue de ces consultations seront annoncées ultérieurement sur les plateformes numériques de la Ville. Les résultats et orientations de cette étude seront dévoilés à l'automne 2024. Pour tout renseignement, vous pouvez écrire à sentier@villedemonttremblant.qc.ca ou téléphoner au 819-425-8614. La Ville de Mont-Tremblant établit actuellement sa carte électorale en vue des élections générales municipales du 2 novembre 2025, conformément aux exigences de la Commission de représentation électorale. En raison de l'augmentation de la population dans certains secteurs de Mont-Tremblant, une révision du règlement concernant la division du territoire en districts électoraux est nécessaire. Afin de présenter le projet de règlement concernant la division du territoire en 8 districts électoraux, la population tremblantoise est conviée à une soirée d'information qui se tiendra le mardi 9 avril à 17h à l'Hôtel de Ville et sera également web diffusée en direct. Les participants en salle et en ligne pourront s'exprimer lors de la période de questions. Pour en savoir plus, visitez villedemonttremblant.qc.ca/district électoraux. Pour toute question, vous pouvez communiquer avec la présidente d'élection, Mme Claudine Fréchette, par courriel à cfréchette@villedemonttremblant.qc.ca ou par téléphone au 819-681-6420. La Ville de Mont-Tremblant est à la recherche de personnes passionnées pour contribuer à son offre culturelle et récréative. Ainsi, elle invite les professeurs et animateurs et formateurs intéressés à soumettre leur candidature dans le but de participer à la création d'une programmation de cours et d'ateliers diversifiés et stimulants. Les candidats sélectionnés auront l'opportunité de partager leurs connaissances dans les locaux modernes et adaptés des infrastructures de loisirs de la Ville, par exemple le complexe aquatique, le centre sportif Mont-Tremblant et la bibliothèque Samuel Ouimet. De plus, la Ville prend en charge la publicité et la gestion des inscriptions sur ces plateformes numériques, offrant ainsi un soutien pratique autant aux professeurs qu'aux participants. D'autre part, la Ville tient à rappeler que sa programmation offre un horaire flexible qui peut convenir à différents emplois du temps. Les personnes intéressées sont donc invitées à soumettre leur candidature en communiquant par courriel avec le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à culture et loisirs à commercial villedemonttremblant.qc.ca. La période d'inscription pour le camp de jour estival de Mont-Tremblant arrive à grands pas. Il ne faut donc pas manquer cette opportunité d'offrir aux enfants un été rempli d'aventures, d'apprentissage et de nouvelles amitiés. Pour connaître tous les détails, les parents sont invités à participer à une soirée d'information le 3 avril prochain.
Le camp de jour de Mont-Tremblant est offert aux enfants de 4 à 12 ans sur une période de 8 semaines, du 25 juin au 16 août, avec possibilité de s'inscrire à une semaine optionnelle en camp régulier du 19 au 23 août. Deux types de camps sont proposés pour répondre aux intérêts et besoins individuels de chacun. Le camp régulier pour les 4 à 12 ans offre une gamme d'activités ludiques et éducatives pour tous les âges. Et les camps spécialisés pour les 5 à 12 ans sont axés sur des thèmes spécifiques tels que les arts, le sport, la science, la nature. Les tarifs pour le camp de jour régulier et les camps spécialisés, de même que la description des sorties, sont disponibles au courant du mois d'avril 2024 sur le site web de la Ville à villedemonttremblant.qc.ca/camp de jour. Une rencontre d'information virtuelle pour les parents aura lieu le 3 avril à 18h30. Cette séance fournira aux parents toutes les informations nécessaires sur le programme, les activités proposées, les mesures de sécurité et les modalités d'inscription. Le lien de connexion est disponible sur le site web de la Ville. Les inscriptions se dérouleront du 17 avril au 19 mai. Une période est réservée aux citoyens du 17 au 30 avril, offrant à la population de Mont-Tremblant une priorité d'inscription. Aucune inscription ne sera acceptée après le 19 mai 2024. Notez que les places sont limitées. Pour plus d'informations, les parents sont invités à communiquer avec Zone Youhou, l'opérateur du camp de jour, en composant le 1-877-931-6850 au poste 0. Vous pouvez les contacter du lundi au vendredi de 9h à 17h. L'exposition Regard, qui sera présentée du 6 au 11 avril à la salle Alphonse Desjardins, rassemble une sélection coup de cœur des projets réalisés par des élèves de niveau 1 à 5 et du programme d'adaptation scolaire de l'école secondaire Curie-Mercure. La Ville de Mont-Tremblant est fière de permettre aux adolescents de présenter leur œuvre à la communauté et ainsi favoriser la rencontre entre les générations. La population est invitée à aller admirer leur travail, à apprécier leur belle créativité et surtout à découvrir leur vision du monde. La Ville tient à féliciter les jeunes artistes et souligner le travail des enseignants Nathalie Duperron, Marianne Despart et Pierrette Saint-Germain qui ont accompagné les élèves dans la création de cette exposition. Cette exposition est rendue possible grâce à l'entente de développement culturel conclue entre la Ville de Mont-Tremblant et le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Le public est aussi invité au vernissage de l'exposition le mardi 9 avril de 17h à 19h. La Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie souhaite informer la population qu'une éclipse solaire pourra être observée dans plusieurs régions du Québec le lundi 8 avril entre 15h15 et 16h37. Ce phénomène provoquera une période d'obscurité comparable au crépuscule. La bande de totalité est une zone où il est possible d'observer le phénomène complet de l'éclipse, ce qui peut engendrer de nombreux déplacements vers cette zone. La période d'obscurité totale pourra varier entre 1 minute et 3 minutes 50 secondes selon la position et devrait survenir aux alentours de 15h30. Il s'agit d'un phénomène impressionnant qui ne se reproduira pas au Québec avant 375 ans. L'éclipse totale sera observable dans les régions suivantes, soit Montréal dans la partie sud, la Montérégie dans la partie sud, l'Estrie dans la totalité de la région, le centre du Québec dans la partie sud, Chaudière-Appalaches dans la partie sud, les îles de la Madeleine dans la totalité de la région. Une éclipse partielle sera tout de même visible dans le reste de la province, notamment dans les villes de Québec, Laval et Trois-Rivières, qui seront situées aux abords des zones de totalité de l'éclipse solaire. Au Québec, l'éclipse partielle sera visible entre 14h13 et 17h44. Il ne faut pas regarder l'éclipse solaire à l'œil. Il ne faut pas regarder l'éclipse solaire à l'œil nu pour toute la durée de l'événement. Regarder l'éclipse sans protection adéquate peut provoquer de graves lésions permanentes aux yeux. Pour bien vous préparer à l'événement, consultez des conseils disponibles sur le site web du gouvernement du Québec. La Fédération des astronomes amateurs du Québec a développé une application qui permet de suivre en temps réel la progression de l'éclipse et indique les moments durant lesquels il est possible de visionner l'éclipse sans lunettes. L'application est disponible en version iOS et Android. Le CI3S des Laurentides recherche activement des familles d'accueil pour des enfants âgés de 0 à 17 ans suivis en protection de la jeunesse. Il peut s'agir autant d'hébergements à court, moyen et long terme.
Madame Julie Delaney, présidente directrice générale, souligne l'importance de cette démarche. Elle affirme que devenir famille d'accueil est une occasion de faire la différence dans la vie d'un enfant en lui offrant un environnement bienveillant, chaleureux et sécurisant. En raison d'un nombre élevé de demandes d'hébergement, le besoin de famille d'accueil est particulièrement criant dans les Basses-Laurentides. Pour ceux qui envisagent de devenir une famille d'accueil, la première étape du processus consiste à assister à une rencontre d'information en ligne. La prochaine rencontre aura lieu le 8 avril à 18h30. La soirée d'information est obligatoire pour tous les postulants. Lors de cette dernière, de nombreuses informations quant au processus et aux critères d'admissibilité seront partagées. Pour vous inscrire à la soirée d'information ou pour connaître les horaires des prochaines rencontres, consultez la section Soins et services / ressources d'hébergement / devenir une ressource de type familial sur le site web du CI3S de Laurentides. La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, ainsi que la députée de Mirabel, Sylvie Damour, ont procédé à l'inauguration de la Maison des Aînés de Saint-Canute. Celle-ci a accueilli ses premiers résidents et résidentes. Située au 92-25 rue Magloire-Lavallée à Mirabel, cette nouvelle Maison des Aînés regroupe 72 nouvelles places pour les personnes aînées de la région. L'installation est constituée de 6 maisonnées de 12 personnes, ces dernières disposant chacune d'une chambre individuelle avec toilette et douche adaptées. La Maison des Aînés de Saint-Canute a été conçue pour recréer davantage l'environnement d'un domicile et offrir aux résidents et résidentes un milieu de vie à dimension humaine. Ce nouveau type de milieu de vie, ouvert sur la communauté, favorise le contact humain ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à des aménagements extérieurs et intérieurs mieux adaptés aux besoins des personnes hébergées et de leurs proches. Ces espaces ont par ailleurs été conçus de façon à intégrer les personnes proches aidantes au quotidien des résidents et résidentes et à favoriser leurs interactions. Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, explique qu'elle est fière de voir un engagement phare du gouvernement continuer à se concrétiser et qu'elle se réjouit de savoir que plusieurs personnes de la région pourront bénéficier de ce modèle d'hébergement visionnaire et innovateur. Sylvie Damour, députée de Mirabel, mentionne que c'est avec fierté qu'elle a pris part à l'inauguration de la Maison des Aînés de Saint-Canute, un projet qu'elle suit de près depuis le début et qui la touche grandement. Elle ajoute que les personnes qui vont y résider auront accès à des services et des soins de qualité dans un environnement stimulant, épanouissant et sécuritaire. La Maison des Aînés de Saint-Canute fait partie des 46 maisons des aînés et alternatives annoncées. Elle s'inscrit dans le cadre d'une démarche de transition majeure des milieux d'hébergement et de soins de longue durée. Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides a annoncé que le programme d'ergothérapie de l'Université de Montréal a décerné cette année son prix partenaire aux équipes d'ergothérapie du Centre multiservices de santé et de services sociaux de Jouville et du Centre de réadaptation en déficience physique de Blainville. Ce prix vise à reconnaître l'excellence, l'engagement et la collaboration à la formation clinique des étudiants en ergothérapie. Les représentants du programme de formation ont souligné la fidélité, la capacité d'accueil offerte pour les stages de tout niveau d'études et l'ouverture aux stagiaires ayant des besoins particuliers dont font preuve ces équipes. Julie Delaney, présidente directrice générale du CI3S de Laurentides, tient à souligner cette distinction remise aux ergothérapeutes de ces équipes dévouées, ainsi que le travail réalisé par l'équipe en charge de l'enseignement et de la recherche au sein de l'organisation. Elle affirme que l'équipe travaille très fort pour que le CI3S de Laurentides contribue à la formation de professionnels chevronnés dans l'espoir de les voir ensuite intégrer les rangs et desservir la population de la région. Revenez-nous après la pause. En raison d'une hausse de circulation de la rougeole dans l'ensemble du Québec et d'une explosion possible dans la région de Laurentides, la Direction de santé publique du CI3S de Laurentides invite la population à demeurer vigilante et à suivre les recommandations pour limiter la transmission de la maladie afin de protéger les plus vulnérables. La rougeole est une maladie virale très contagieuse pouvant causer des complications graves, notamment chez les enfants âgés de moins d'1 an, les femmes enceintes et les personnes ayant un système immunitaire affaibli. Il est possible d'être infecté et d'attraper la maladie sans avoir été en contact direct avec une personne atteinte de la rougeole. En effet, il peut suffire de s'être trouvé dans la même pièce qu'une personne contagieuse, même durant une courte période. La vaccination demeure le moyen le plus efficace de se protéger contre la rougeole. Au Québec, selon le calendrier régulier de vaccination, les enfants reçoivent le vaccin contre la rougeole à 12 et 18 mois.
Toutefois, la vaccination est offerte gratuitement à toute personne née à partir de 1970 qui n'a jamais reçu le vaccin contre la rougeole ou qui n'a jamais eu cette maladie. Il est à noter que les personnes nées avant 1970 sont considérées comme protégées contre la rougeole. Pour tous ceux et celles qui souhaitent vérifier leur statut vaccinal et avoir plus d'informations, il est possible de consulter québec.ca/rougeole ou encore de téléphoner au 1-877-644-4545. La prise de rendez-vous pour obtenir le vaccin contre la rougeole est disponible en ligne sur Clic Santé par téléphone au 1-877-644-4545 du lundi au vendredi de 8h à 18h. Par mesure de précaution, il est conseillé de surveiller l'apparition des symptômes suivants: la fièvre, congestion nasale avec écoulement nasal, toux, conjonctivite, yeux sensibles à la lumière et malaise généralisé. Par la suite, des rougeurs apparaissent au visage, puis sur le corps. En cas de symptômes, la Direction de santé publique rappelle qu'il est important de s'isoler et d'éviter les contacts avec d'autres personnes. Se laver régulièrement les mains peut aider à réduire la propagation du virus de la rougeole. Si un déplacement pour une consultation médicale est nécessaire, il est fortement recommandé de porter un masque, éviter d'utiliser les transports en commun, contacter la clinique médicale ou tout autre milieu de soins et services avant de se déplacer pour les informer de son état. Si ce n'est pas possible, dès son arrivée, il faut informer le personnel à l'accueil. Le C3S de Laurentides recherche des usagers partenaires pour s'impliquer dans différents projets. En effet, plusieurs équipes de l'établissement souhaitent intégrer la voix des usagers et ou de leurs proches de la région pour les guider dans la mise en place de différents services. Un usager partenaire est une personne qui a reçu ou reçoit des services au C3S de Laurentides ou encore un proche impliqué. Cette personne reçoit une formation et contribue bénévolement à différentes démarches qui visent à assurer des soins et des services de qualité. La vision de ces personnes ainsi que leur expérience à titre d'usager et de proche favorise le développement d'une approche axée sur le bien-être et l'implication de chaque patient. Vous pouvez consulter le feuillet Usager partenaire sur le site web du C3S pour en connaître davantage sur cet important rôle. Les gens intéressés sont invités à transmettre leurs coordonnées à l'adresse courriel soin-soins-service.ci3slau@sss.gouv.qc.ca. Le C3S Laurentides est heureux de souligner la généreuse contribution du regroupement des artistes de Rosemère dans la création d'une œuvre d'art collective réalisée grâce à la participation de 8 résidents du CHSLD Hubert-Maisonneuve à Rosemère. Le projet est une initiative du CHSLD Hubert-Maisonneuve auquel le regroupement des artistes de Rosemère, invité par la technicienne en loisirs du CHSLD, a rapidement accepté de participer. Les artistes Lise Boyard, Caroline Foley, Edwidge Clockner-Lapéry et Élise Munger ont dès leur travail de concert avec des résidents pour donner vie à une œuvre collective. La période de création s'est échelonnée sur plusieurs mois à raison d'un atelier par semaine. Des techniques mixtes sur panneaux de bois ont été enseignées aux résidents et plusieurs matériaux différents, dont la peinture, des coquilles d'œufs et même du quinoa, ont été utilisés. Le processus interactif a permis la réalisation d'une œuvre collective qui se décline en 2 séries de 5 toiles intitulées Harmonie et Sérénité. Les toiles sont exposées dans les salons des milieux de vie du 1er et 2e étage du CHSLD, des lieux fréquentés par tous les résidents et leurs familles. Le 20 avril prochain, la ville de Saint-Sauveur célébrera le Jour de la Terre avec un atelier de confection d'hôtels à insectes dans l'optique de favoriser la biodiversité chez ses citoyens. Devant le succès remporté en 2023 par cet atelier, la Ville est heureuse de renouveler l'expérience en ouvrant cette année les inscriptions à toutes les tranches d'âge. Offerte le samedi 20 avril de 10h30 à 12h30 au Chalet Pauline Vanier, l'activité sera l'occasion pour les participants de bâtir leur propre hôtel à insectes sous les bons conseils d'Isabelle Bérubé, fondatrice de l'atelier Zabi. Les hôtels à insectes remplacent les arbres morts qui sont naturellement utilisés par les abeilles charpentières et autres insectes pour se reproduire. En installant un hôtel à insectes sur leur terrain, les participants fournissent un abri à de nombreuses espèces clés pour la biodiversité. Cet atelier sera également une opportunité pour les participants d'en apprendre davantage non seulement sur les abeilles charpentières, mais aussi sur les autres insectes pollinisateurs et auxiliaires, ainsi que les chauves-souris, leur phase de développement et leur rôle dans l'écosystème. Des collations et breuvages seront offerts sur place. Les personnes intéressées à participer à l'atelier de confection peuvent s'inscrire dès maintenant sur le site web de la Ville de Saint-Sauveur.
Il ne reste qu'un mois aux commerçants de Saint-Sauveur pour se conformer au règlement interdisant la distribution d'objets de plastique à usage unique. En octobre 2023, le conseil municipal de la ville a adopté le règlement régissant la distribution d'objets de plastique à usage unique, visant tous les commerces de détail, les restaurants et les événements sur le territoire de Saint-Sauveur. Le règlement interdit d'offrir, de distribuer ou de mettre à la disposition des consommateurs les objets de plastique à usage unique suivants: les sacs d'emplettes, assiettes, bols, contenants, couvercles, tasses, verres, bâtonnets, pailles et ustensiles. Les objets de plastique visés incluent ceux en plastique oxo-biodégradable, oxo-fragmentable, biodégradable et compostable. Outre cette interdiction générale, certaines exceptions s'appliquent, soit les sacs d'emplettes réutilisables, les sacs composés de plastique utilisés à des fins d'hygiène, les sacs en plastique distribués par un établissement commercial offrant le service de nettoyage à sec, les sacs de plastique contenant du matériel publicitaire dans le cadre d'une distribution porte-à-porte, les emballages industriels et sacs de plastique compostables utilisés pour la disposition des résidus alimentaires et des excréments d'animaux dans les bacs et conteneurs de collecte sélective prévus à cet effet. La période de transition se terminant le 22 avril prochain, le jour de la Terre, les commerçants n'ont plus qu'un mois pour se conformer au règlement. M. Jacques Gariepi, maire de Saint-Sauveur, affirme que jusqu'à présent, la participation des commerçants de Saint-Sauveur dans l'interdiction des objets en plastique à usage unique est excellente et que les employés du service de l'environnement et du développement durable ont rencontré tous les commerçants et ont offert leur accompagnement dans cette transition. Il ajoute que la Ville constate que l'ère du jetable est en voie d'être révolue à Saint-Sauveur et c'est certainement grâce à la collaboration des commerçants et de la Chambre de commerce. Le service de l'environnement et du développement durable prévoit une première tournée d'inspection au printemps 2024 afin de prendre le pouls des mesures adoptées par les commerçants pour remplacer les objets de plastique à usage unique. Toutes les informations relatives au règlement et aux solutions de rechange au plastique à usage unique sont disponibles dans la page Objets de plastique à usage unique sur le site web de Saint-Sauveur. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos du règlement ou pour bénéficier d'un accompagnement, les commerçants sont invités à joindre le service de l'environnement et du développement durable. La Ville de Saint-Sauveur met à la disposition de ses citoyens la liste du contenu nécessaire pour composer leur propre trousse 72 heures afin de ne pas être pris au dépourvu en cas de sinistre. Une trousse 72 heures est composée d'articles qui, en cas d'urgence, permettent aux citoyens d'être autonomes pour une durée de 72 heures, soit le temps nécessaire aux autorités municipales pour leur venir en aide. Présentée en 4 déclinaisons, la trousse comporte le contenu nécessaire à la maison, dans la voiture en cas d'évacuation et pour les animaux de compagnie. De la lampe de poche avec pile de rechange aux ciseaux suffisamment robustes pour couper une ceinture de sécurité en passant par les copies d'assurance habitation et véhicules, l'essentiel s'y trouve. Le maire Jacques Gariepi affirme que les changements climatiques amènent de plus en plus de conditions extrêmes et de sinistres. Il ajoute que les vents violents, inondations et verglas se produisent maintenant presque chaque année et que les citoyens doivent pouvoir assurer leur santé et leur sécurité en attendant les secours. Il invite donc chaque sauveur-roi à préparer d'avance leur trousse afin d'être prêt en tout temps. Il mentionne aussi que cette préparation anodine pourrait jouer un rôle crucial dans le confort des résidents et en cas de sinistre, en plus de faciliter grandement le déploiement des opérations municipales. Pour préparer leur trousse 72 heures, les citoyens sont invités à consulter la page Trousse d'urgence 72 heures sur le site web de Saint-Sauveur. La Ville de Saint-Sauveur, en partenariat avec la Ville de Sainte-Adèle et les municipalités de Sainte-Anne-des-Lacs et Val-David, est heureuse du succès de son événement classique hivernal de la Ligue intermunicipale de hockey qui s'est tenu le 9 mars dernier au Centre sportif Pays d'en haut. Chaque année, la classique est organisée afin d'offrir la chance aux joueurs Atome et Pee-Wee de la Ligue intermunicipale de hockey de vivre l'expérience d'un événement sportif en aréna. Sur place, en plus de la visite de nombreux élus municipaux, les joueurs ont eu la chance de recevoir des cartes de hockey à leur effigie afin de les féliciter pour leur belle saison. La Ville tient à remercier les nombreux participants, bénévoles, ainsi que la MRC des Pays d'en haut pour avoir rendu possible cet événement. Lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 18 mars dernier, la Ville de Saint-Sauveur a remis un total de 1 400 $ pour soutenir les jeunes dans leurs activités parascolaires et sportives. De ce montant, une aide financière de 1 000 $ a été remise à l'école secondaire Augustin Norbert Morin afin d'être distribuée en 5 bourses de 200 $ aux élèves finissants méritants.
Sylvain Bruno, animateur vie spirituelle et engagement communautaire du Centre de service scolaire des Laurentides, était présent pour recevoir le chèque au nom de l'école. Une contribution non récurrente de 250 a aussi été remise à l'École secondaire Augustin Norbert-Morin à titre de soutien financier pour le Parlement des jeunes, une simulation parlementaire qui aura lieu du 3 au 5 avril à l'Assemblée nationale du Québec et pour laquelle l'école a été sélectionnée pour une seconde année consécutive. Mathis Lavigne, étudiant de secondaire 5 et président du conseil d'élèves, était présent à la séance du conseil municipal pour prendre possession du chèque au nom de l'école. Finalement, le conseil a souligné la participation de Sophia Dubois aux Jeux du Québec à Sherbrooke en gymnastique du 2 au 5 mars, où la jeune gymnaste sauveroise a remporté notamment la 7e place au bar et la 4e place à la poutre, se clançant à la toute fin au 7e rang sur un total de 71 participantes. Afin de l'encourager dans sa pratique, le conseil a remis à Mme Dubois un chèque de 150 Entériné lors des séances ordinaires du conseil municipal du 19 février, ces contributions et aides financières s'inscrivent dans le soutien à la performance scolaire, la réussite académique et la poursuite des études supérieures que les élus de Laurentides ont placées au cœur de leurs priorités en 2024. Revenez-nous après la pause. Loisirs Laurentides a présenté le mois dernier les finales régionales de secondaire en spectacle à l'Académie Sainte-Thérèse à Sainte-Thérèse. Que ce soit en musique, en chant, en danse, en musique et en animation, les meilleurs élèves de 10 écoles secondaires participant au concours, soit l'Académie La Fontaine à Saint-Jérôme, l'Académie Sainte-Thérèse, l'École secondaire Émile Frenette, l'École secondaire des Hauts-Sommets, l'École polyvalente Saint-Jérôme, l'École secondaire Cap-Jeunesse, l'École polyvalente Lavigne, l'École polyvalente Saint-Joseph, l'École secondaire Jean-Jacques Rousseau et l'Externat Sacré-Cœur de Rosemère ont offert tout un spectacle et démontré leur talent incroyable lors de ces deux finales régionales. Lors de la finale du 20 mars, les finalistes de l'Académie La Fontaine, de l'Académie Sainte-Thérèse, de l'École polyvalente Lavigne, de l'École secondaire Émilien Frenette et de l'École secondaire Jean-Jacques Rousseau se sont produits sur scène. Les grands gagnants de la finale du 20 mars sont en première place Anthony Ducharme de l'Académie Lafontaine, en deuxième place Rebecca Legault de l'Académie Sainte-Thérèse, la lauréate coup cœur du jury Ornella Salem de l'Académie Sainte-Thérèse, le lauréat choix du public est Hot Play de l'Académie Sainte-Thérèse. Les lauréats animation sont Hans Thomas Leclerc, Victor Chabot, Arthur Leclerc et Xavier Savoie de la polyvalente Lavigne. Le lauréat maître de cérémonie est Raphaël Rondeau de l'École secondaire Émilien Frenette. La lauréate de la langue française est Rebecca Legault de l'Académie Sainte-Thérèse. Lors de la finale du 21 mars, les finalistes de l'Externat Sacré-Cœur de l'École polyvalente Saint-Jérôme, l'École polyvalente Saint-Joseph, de l'École secondaire Cap-Jeunesse et de l'École secondaire des Hauts-Sommets se sont à leur tour produits sur scène. Les grands gagnants de la finale du 21 mars sont pour la première place Yannick Bourque et Jessie Lauzon de la polyvalente Saint-Jérôme. De la deuxième place, Time Azam de la polyvalente Saint-Jérôme. La lauréate coup de cœur du jury est Coralie Gauvin de l'École secondaire Cap-Jeunesse. Le lauréat choix du public est Médéric Lamoureux Simard, Philippe Miller et Félix Millette de la polyvalente Saint-Joseph. Les lauréats animation sont Alex McDonald, Caleb Charbonneau et Émilie Guenette de l'École secondaire des Hauts-Sommets. La lauréate maître de cérémonie est Victoriane Laberge de la polyvalente Saint-Jérôme. La lauréate de la langue française est Aglaé Saint-Pierre, chanteuse du groupe Cordial de l'École secondaire des Hauts-Sommets. Et deux artistes, soit Léonie Frenette de l'École secondaire Émilien Frenette et Médéric Lamoureux Simard de l'École polyvalente Saint-Joseph, ont chacun remporté des prix Chansons québécois de Petite-Vallée, qu'ils sont accompagnés d'un séjour d'une valeur de 700 chacun au camp de Petite-Vallée en Gaspésie. Il est à noter que les lauréats des premières places et deux finales... Il est à noter que les deux lauréats des premières places des deux finales de secondaire en spectacle pour la région des Laurentides représenteront la région de Laurentides lors du 23e rendez-vous pan-québécois qui se déroulera cette année à Thetford Mines du 31 mai au 2 juin prochain. Loisirs Laurentides remercie tous ceux et celles qui ont rendu possible la tenue de ces finales régionales et leur donne rendez-vous l'année prochaine. La municipalité de Val-David invite les artisans professionnels et de la relève à soumettre leur candidature d'ici le 7 juin afin de se prévaloir d'un emplacement au Salon des artisans de Val-David.
La 14e édition de cet événement aura lieu au cœur du village de Val-David les 30 novembre et 1er décembre prochains. Ce rendez-vous très attendu en vue des festivités du temps des fêtes constitue une vitrine exceptionnelle pour les artistes et artisans de la région. Ils auront l'opportunité de bénéficier de la renommée culturelle du village ainsi que d'un afflux exceptionnel de visiteurs. L'événement réunira une trentaine d'artisans de divers horizons exposant et vendant leurs créations dans des lieux suivants, sur la salle Athanase David à l'Église, au 2490 rue de l'Église, au pavillon Maurice Monti au 2492 rue de l'Église. Pour poser leur candidature, les artistes et artisans doivent soumettre leur dossier avant le 7 juin prochain à l'adresse secrétariat@commercialvaldavid.com ou en personne au 2490 rue de l'Église. Seuls les dossiers complets et soumis avant la date limite seront considérés. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service Loisirs et Culture à secrétariat@commercialvaldavid.com ou au 819-324-5678 au poste 4228. La municipalité de Val-David invite les artistes et artisans de la région à poser leur candidature afin de réserver un espace dans la charmante Allée des Créateurs qui prendra vie au cœur du village tous les week-ends du 8 juin au 14 octobre 2024. Située à l'extérieur, juste à côté du centre d'exposition, l'Allée des Créateurs permet aux artistes et artisans d'avoir un espace pour exposer et vendre leurs créations uniques. Elle constitue une vitrine de choix pour ces derniers qui pourront bénéficier d'un achalandage exceptionnel de visiteurs pour faire découvrir leur passion, leur savoir-faire et toute leur créativité. Pour poser leur candidature, les artistes et artisans doivent soumettre leur dossier avant le vendredi 3 mai à l'adresse secrétariat@commercialvaldavid.com ou en personne au 2490 rue de l'Église. Seuls les dossiers complets et soumis avant la date limite seront considérés. Tous les artistes et artisans sont invités à présenter un dossier. Toutefois, les emplacements disponibles seront attribués en priorité aux résidents de Val-David qui satisferont les critères de sélection. Le format d'appel de dossier est disponible sur le site valdavid.com sous l'onglet Publications Culture. La municipalité de Val-Morin est heureuse d'annoncer la signature le 12 mars dernier d'une nouvelle convention collective avec son personnel col bleu représenté par le syndicat des travailleurs et travailleuses de la municipalité de Val-Morin, CSN. Adoptée par le conseil municipal le 12 décembre, cette convention, d'une durée de 6 ans, est rétroactive au 1er janvier 2023. Après quelques mois de rencontres et d'échanges, les employés concernés ont voté à l'unanimité pour l'entente de principe intervenue entre la municipalité et leur syndicat. Donna Salvati, mairesse de Val-Morin, affirme que le conseil est fier de cette nouvelle convention qui permet à la municipalité de se démarquer comme employeur. Elle affirme que la Ville a misé sur des conditions de travail compétitives qui facilitent le recrutement et favorisent la rétention du personnel, en plus de répondre aux besoins des employés dans le respect du cadre financier de la municipalité. La nouvelle convention bonifie les conditions de travail de plusieurs façons. La semaine de 4 jours et demi à l'année dès la signature, un nouveau système de classification des salaires pour assurer une meilleure équité interne, une réorganisation du travail pour assurer une flexibilité d'horaire, la révision des conditions concernant les vacances, des indexations salariales annuelles totalisant 19 % sur 6 ans. Mme Salvati mentionne qu'elle tient à remercier les représentants syndicaux, de même que toutes les personnes qui ont pris part à ce processus de négociation. Elle profite aussi de l'occasion pour signer le travail des employés col bleu qui, quotidiennement, contribuent avec beaucoup de dévouement à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de Val-Morin. Dans le cadre de la démarche de planification intégrée du secteur Chanteclair entrepris l'automne dernier, la Ville de Sainte-Adèle invite les citoyens à prendre part à une consultation publique afin d'échanger sur le développement futur de ce projet. Pour permettre à tous les participants de s'exprimer et pour recueillir un maximum d'informations en lien avec leurs attentes et leurs préoccupations, 2 dates sont proposées pour les rencontres. Il est essentiel de s'inscrire au préalable afin de permettre de préparer les rencontres adéquatement. 2 séances sont à l'horaire, le mardi 23 avril de 18h à 20h à la place des citoyens et le lundi 29 avril de 19h à 21h à la place des citoyens. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire sur le site web de la Ville. L'objet de ces soirées de consultation est d'informer les citoyens de la démarche, d'expliquer le processus d'approbation d'un projet particulier d'urbanisme et de discuter avec eux des enjeux qui entourent le développement du secteur. Ainsi, les participants seront appelés à discuter des différents aspects abordés dans la présentation. Notez qu'un cahier du participant sera fourni au préalable afin de présenter les informations nécessaires à la compréhension du contexte, à savoir l'objet de la consultation, en quoi consiste un PPU, les objets des activités. Le cahier du participant sera disponible sur la page du site web
dans la semaine du 8 avril et sera également envoyé par courriel aux participants s'étant inscrits à l'une des 2 soirées de consultation. Une halte garderie est offerte aux parents afin de favoriser la participation des familles aux soirées de consultation. Ainsi, les parents qui le souhaitent pourront laisser leur enfant de 3 ans et plus à la salle Parc au rez-de-jardin de la place des citoyens, sous la supervision d'une éducatrice spécialisée. Les places sont limitées, les parents doivent faire la demande pour ce service lors de leur inscription en ligne à la soirée de consultation de leur choix. Pour toute question en lien avec ces soirées de consultation, contactez le service de l'urbanisme à adjurb@commercialvdsa.ca. La Ville de Sainte-Adèle souhaite faire participer la population à l'élaboration d'un plan de mobilité active qui reflètera les besoins des citoyens tout en prenant en considération les enjeux en lien avec le territoire et son aménagement. Les résidents sont donc invités à utiliser l'outil On marche, on roule pour signaler un danger ou une préoccupation, suggérer une commodité ou un aménagement manquant ou encore pour signaler un incident. Il suffit de se rendre sur onmarcheonroule.org, sélectionner le type de rapport que vous souhaitez cartographier, localiser Sainte-Adèle sur la carte du Québec, cliquer sur la carte pour marquer l'emplacement de la situation à signaler et cliquer sur Suivant et indiquer les détails de votre rapport. Vous pourrez même proposer une solution au problème identifié. Les données ainsi recueillies seront colligées et analysées par le Comité de mobilité active de la Ville dans le but de préparer une consultation publique qui mettra la table à l'élaboration d'un plan de mobilité active. Ce plan aura pour but d'aménager de meilleurs environnements pour marcher et rouler en vélo afin de fournir des alternatives intéressantes à l'automobile tout en sécurisant les rues. Participez donc en grand nombre et invitez votre entourage à faire de même. Plus la Ville recueille d'informations, mieux elle sera en mesure outillée pour élaborer une consultation publique éclairée basée sur des données tangibles. Vous circulez plutôt en vélo, rendez-vous donc sur bikemaps.org pour faire part de vos expériences. Notez que malgré le nom anglais du site Web, la plateforme est disponible en français. onmarcheonroule.org est un outil de production participative pour cartographier les micro-obstacles à la marche et au déplacement en fauteuil roulant. Un micro-obstacle est tout ce qui rend plus difficile, voire impossible de marcher ou de rouler en toute sécurité et confortablement. Il peut s'agir d'un passage pour piétons manquant, d'une chaussée inégale ou d'un tronçon de trottoir mal déneigé. Que ce soit quelque chose qui vous bloque ou qui manque, il importe de le mentionner. Comme cartographe, vous pouvez également signaler des incidents, par exemple, si vous avez été frappé en marchant ou en roulant, que vous avez évité une collision de justesse ou fait une chute. Désormais, les citoyens n'auront qu'à composer le 311 pour joindre la Ville de Sainte-Adèle, où que vous soyez sur le territoire de Sainte-Adèle, que vous appeliez d'un téléphone cellulaire ou filaire, vous n'avez qu'un numéro à retenir, soit le 311. Il s'agit d'un nouveau numéro, mais des mêmes services qu'auparavant, dont des informations et de l'assistance pour vos recherches d'informations, des réponses à vos questions, le transfert d'appels aux services appropriés, les inscriptions aux activités et événements, le dépôt de plaintes et requêtes et bien plus encore. De plus, vous pouvez appeler la Ville en tout temps et parler directement à un agent de service aux citoyens, même après les heures de bureau. Veuillez noter qu'en cas d'urgence, le 311 ne remplace pas le 911. Si vous êtes à l'extérieur de la ville, vous devrez composer le 450-229-2921. Ce numéro sera toujours en fonction et vous permettra également de joindre la ville. La Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en Haut annonce fièrement un don exceptionnel pouvant aller jusqu'à 250 000 $ au Centre collégial de Mont-Tremblant, campus du Cégep de Saint-Jérôme, pour l'acquisition d'équipements destinés à soutenir l'implantation du tout nouveau programme de technique de physiothérapie. Dans les années futures, la Ville de Mont-Tremblant contribuera également à cette initiative en mettant à disposition des locaux nécessaires pour l'enseignement du programme. Nadine Legal, directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme, mentionne que ce généreux don de la Fondation médicale s'est révélé être un argument important permettant au Centre collégial de Mont-Tremblant d'obtenir l'autorisation du ministère de l'Enseignement supérieur pour offrir le programme de technique de physiothérapie en 2022. La contribution financière de la Fondation renforce ainsi la capacité du Centre à former une nouvelle génération de professionnels qualifiés en santé dans la région. Le Centre collégial de Mont-Tremblant pourra ainsi contribuer à répondre à un besoin croissant en main-d'œuvre qualifiée en physiothérapie, une demande alimentée par l'augmentation de la population et le vieillissement de celle-ci. Cette nouvelle offre de formation débutant en août 2024 contribuera directement à combler le déficit actuel en spécialistes de la réadaptation physique dans les Laurentides.
Michel Rochon, président de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut, explique que la collaboration entre la Fondation médicale, la Ville de Mont-Tremblant et le Centre collégial témoigne d'un partenariat solide visant à renforcer les capacités locales dans le secteur de la santé. Grâce à la contribution des caisses Desjardins, la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut investit 30 000 $ en appareils médicaux pour la coop santé de Saint-Adolphe et de Morin Heights. François Bertrand, président de la Caisse Desjardins de Saint-Agathe-des-Monts, déclare que c'est un immense honneur d'apporter cette contribution avec la Caisse de la Vallée des Pays-d'en-Haut et la Fondation médicale à la santé de la région. La Fondation médicale, la Caisse Desjardins de Saint-Agathe-des-Monts, ainsi que la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d'en-Haut ont généreusement offert chacune 10 000 $ en dons. C'est donc un montant total de 30 000 $ qui sera destiné à l'achat d'appareils médicaux afin de pouvoir proposer encore plus de services aux patients. Le président de la Fondation médicale, Michel Rochon, explique que c'est l'alignement du plan stratégique qui a pour but de souligner les infrastructures de première ligne. Il ajoute qu'une coop santé permet aux gens d'être soignés plus près de chez eux sans qu'ils soient obligés de se rendre à l'hôpital. Revenez-nous après la pause. La MRC des Laurentides est heureuse de renouveler son entente avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration dans le cadre du programme d'appui aux collectivités. Le ministère octroie une contribution financière de 240 000 $ à la MRC des Laurentides dans le but de réaliser des projets sur son territoire afin que ces collectivités soient plus accueillantes et inclusives. La MRC des Laurentides annonce aussi l'adoption de son plan d'action en immigration pour la période 2024-2026 avec un investissement de plus de 315 000 $ qui sera déployé pour soutenir des initiatives visant à accueillir et intégrer les nouveaux arrivants. En assumant un rôle de leader dans la régionalisation de l'immigration, la MRC des Laurentides s'engage à évaluer les besoins et défis locaux ainsi qu'à élaborer une nouvelle stratégie pour renforcer son impact en tant qu'acteur de proximité. La MRC des Laurentides a délégué à sa corporation de développement économique la gestion du volet immigration afin d'accompagner les acteurs socio-économiques dans leur démarche de recrutement, d'accueil et d'intégration de nouveaux arrivants. Le programme d'appui aux collectivités du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration vise à accroître la capacité des collectivités à être plus accueillantes et inclusives. Il contribue avec d'autres programmes du ministère et d'autres programmes gouvernementaux à favoriser l'attraction, l'intégration et l'établissement durable des personnes immigrantes et d'autres minorités ethnoculturelles afin qu'elles participent pleinement en français à la prospérité du Québec. Dans le cadre de ce programme, les acteurs socio-économiques du territoire de la MRC de Laurentides réaliseront les projets suivants. Soit créer des activités de sensibilisation pour les acteurs du milieu portant sur la diversité et l'inclusion interculturelle, offrir des ateliers et formations sur les enjeux liés à l'immigration, développer des outils de sensibilisation pour les acteurs socio-économiques du territoire, collaborer et participer à la mise en place d'activités interculturelles, réaliser un guide des bonnes pratiques pour l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes. Cette action s'inscrit aussi dans la continuité de Stratégie Emploi, un plan d'action collaboratif axé sur l'attraction, le recrutement, l'intégration et la rétention des travailleurs pour atténuer les répercussions de la pénurie de main-d'œuvre dans la région. Favoriser un environnement accueillant et inclusif pour la diversité ethnoculturelle est un catalyseur essentiel pour la réalisation des objectifs de cette stratégie. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les initiatives en cours pour favoriser l'accueil, l'intégration et l'établissement des personnes immigrantes sur le territoire, vous êtes invité à communiquer avec Isabelle Plouffe, conseillère aux entreprises, emploi et immigration, au 819-681-3373 au poste 1409 ou à emploi@mrclaurentide.org. Dans le cadre de son entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications, la MRC des Laurentides, en collaboration avec le milieu, invite les artistes et les organismes culturels à offrir des spectacles extérieurs ou des activités de médiation culturelle afin de contribuer à la vitalité culturelle du territoire. Les candidatures sont à transmettre au plus tard le 4 avril. Vous pouvez retrouver les modalités des 2 appels à proposition sur le site web de la MRC des Laurentides. Le comité culturel de la MRC des Laurentides se réunira par la suite afin de sélectionner les projets retenus. Pour plus d'informations ou pour soumettre votre candidature, vous pouvez contacter Cassandre Carrette au ccarrette@mrclaurentide.qc.ca ou au 819-425-5555 au poste 1027.
La MRC d'Antoine Labelle maintient la fermeture du parc linéaire Le Petit Train du Nord et ce, à toute circulation. Le tronçon situé sur le territoire de la MRC, soit du kilomètre 112 dans la municipalité de la Macasa jusqu'au kilomètre 200 à Mont-Laurier, est fermé définitivement pour la saison. Rappelons que la MRC a fermé temporairement son infrastructure à la circulation de motoneige le 9 février dernier en raison des conditions météorologiques défavorables. Depuis, les conditions climatiques n'ont pas permis d'ouvrir le Petit Train du Nord. La priorité de la MRC est d'assurer un environnement sûr et accessible à tous les utilisateurs. Ainsi, des travaux d'entretien sur l'infrastructure doivent être réalisés au printemps en vue de la réouverture du Train du Nord aux activités estivales. Cette ouverture, dont la date est indéterminée, sera effective lorsque l'inspection et le nettoyage de la piste seront finalisés. D'ici là, toute circulation est strictement interdite sur le parc linéaire afin de prévenir tout incident. La MRC remercie tous les utilisateurs de respecter ces consignes qui visent la conservation et la pérennisation des infrastructures du parc linéaire, ainsi que la sécurité des travailleurs et des usagers. La Ville de Mont-Laurier a dévoilé la toute nouvelle mise à jour de la politique pour les aînés et la famille dans le cadre de la démarche Municipalité Amis des aînés. Les membres du conseil municipal et la directrice des loisirs, de la culture et des parcs, Mme Audrey-Anne Richer, ont présenté aux médias les objectifs de la démarche, le portrait du milieu et un résumé du plan d'action 2023-2027. Le résultat de ce plan d'action découle d'une démarche concertée réalisée en collaboration avec les acteurs du milieu afin de mieux cerner les besoins des aînés et des familles résidant sur son territoire. Cette démarche découle d'un programme du gouvernement du Québec chapeauté par le secrétariat des aînés qui comprend 5 grandes orientations. Mettre un frein à l'agisme, adapter les politiques, les services et les structures, agir de façon globale et intégrée, favoriser la participation des aînés et s'appuyer sur la concertation ainsi que la mobilisation de toute la communauté. Quelques actions présentées au plan 2023-2027 sont augmenter la visibilité des traverses piétonnes en s'assurant du marquage adéquat, se doter d'un plan direction d'éclairage des rues et des parcs, favoriser les déplacements actifs par l'ajout de bancs, pistes cyclables en périmètre urbain, planifier des aménagements donnant accès aux rivières et aux milieux naturels, poursuivre la réflexion des territoires, développer l'offre culturelle hors les murs, bonifier l'offre d'activités hivernales, l'installation d'une station de lavage de bateaux, maintenir le budget participatif citoyen, soutenir la mise à niveau du parc locatif social et privé. Dans le cas de la Ville de Mont-Laurier, en 2020, le conseil municipal a pris la décision de joindre sa démarche de mise à jour de la politique des aînés à celle de la famille afin de créer un processus inclusif et concerté. Adoptée en 2016, pour la première fois, la politique des aînés et de la famille est primordiale pour l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, puisque les actions qui en découlent sont un engagement de la Ville à effectuer les démarches en lien avec celle-ci en proposant un plan d'action quinquennal qui est désormais accessible pour les citoyens en ligne au villemontlaurier.qc.ca dans les onglets Loisirs, Culture et Aînés. La Ville de Mont-Laurier désire informer les citoyens de l'adoption du règlement 425 relatif au remplacement des puisards et des installations septiques existantes depuis 1981. Cette nouvelle obligation vise la mise aux normes des installations septiques construites sur l'ensemble du territoire de la Ville antérieurement à l'entrée en vigueur du premier règlement provincial relatif au système de traitement des eaux usées. Il est primordial de rappeler qu'il n'existe aucun droit acquis en matière de nuisances, d'insalubrité ou de pollution de l'environnement. Le présent règlement permettra d'assurer une meilleure qualité de l'eau sur son territoire et de l'environnement en général en éliminant les risques de contamination des eaux de surface et de la nappe phréatique par le remplacement des puisards et des installations construites avant l'adoption de normes applicables. Qu'est-ce qu'un puisard? Il s'agit d'une cuve, chambre, fosse ou bassin de retenue utilisé comme réservoir pouvant être composé de différents matériaux, généralement situés sous ou dans la terre à l'extérieur d'une construction, servant à recevoir les eaux usées et à retenir les matières solides par décantation, pouvant être muni d'un système de surverse pour l'excédent des eaux usées ou de tout autre système pour l'évacuation de cet excédent, non raccordé à un système de traitement des eaux usées. Le règlement s'applique à toute résidence isolée ou tout autre immeuble visé par le règlement rejetant des eaux domestiques qui est desservi par un puisard ou une installation septique pour la réception des eaux usées existantes avant 1981. Le propriétaire doit procéder au remplacement de son système d'ici le 31 décembre 2026. De plus, il doit au plus tard le 1er juin 2026 déposer à la Ville tous les documents nécessaires pour la demande de certification d'autorisation lui permettant de procéder au remplacement du puisard ou de son installation septique. Toutefois, dans le cas où le puisard ou l'installation sanitaire n'est plus fonctionnelle, les travaux de remplacement devront être entamés immédiatement.
Pour déposer une demande, vous devez fournir le formulaire de demande de permis d'installation septique et le rapport d'un technologue et même dans certains cas d'un rapport d'un ingénieur si le bâtiment rejette des eaux autres que domestiques, par exemple un garage de réparation automobile. Toute personne qui ne respectera pas les délais en plus des frais sera passible d'une amende minimale de 1 000 et maximale de 2 000 si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de 2 000 et maximale de 4 000 si le contrevenant est une personne morale. De plus, la Ville est autorisée à faire remplacer les puisards et toute installation septique existante avant 1981 sur tout immeuble visé par le présent règlement et à en imputer les coûts et frais au compte des taxes annuelles. Pour plus d'informations, visitez le villemontlaurier.qc.ca, onglet Services aux citoyens, règlement d'urbanisme et demande de permis. La Ville de Mont-Laurier est heureuse d'informer les citoyens que le Conseil municipal a adopté en séance l'adjudication du contrat de construction de la nouvelle bibliothèque de Mont-Laurier, marquant ainsi le lancement officiel du projet. La bibliothèque se démarquera par l'innovation en présentant un concept novateur et unique par sa structure réciproque et l'omniprésence du bois visant à souligner l'importance de cette ressource dans le développement historique de la région et également de l'industrie locale. En plus de proposer un lieu accueillant et accessible, l'ajout d'un Media Lab offrira également de grandes possibilités sur l'enrichissement collectif et l'éducation continue. La nouvelle bibliothèque offrira une expérience et des services totalement repensés à ses usagers et visiteurs. Ce projet représente un investissement de 13,2 millions de dollars par l'entremise de diverses subventions, notamment via le programme d'aide au développement des infrastructures culturelles du gouvernement du Québec et du Canada et le programme Innovation en construction bois du gouvernement du Québec. Un surplus affecté et un emprunt de la Ville viennent constituer le montage financier du projet. Mont-Laurier poursuit son leadership à titre de ville-centre de la MRC d'Antoine Labelle en se dotant d'une bibliothèque moderne de style troisième lieu qui sera un endroit convivial et dévoué à la communauté. Un onglet sur le site Internet de la Ville de Mont-Laurier dédié au projet est disponible dès maintenant dans la section Loisirs et Culture afin que les citoyens puissent suivre l'évolution du projet. Rappelons que les plans et devis ont été réalisés par la firme d'architectes Chevalier Morales. La Ville de Mont-Tremblant informera les citoyens quant à l'évolution du projet et à l'échéancier des travaux prévus. En prévision du projet de construction de la nouvelle bibliothèque de Mont-Laurier, la Ville a annoncé la fermeture temporaire des 3 succursales des bibliothèques de Mont-Laurier vendredi dernier pour une durée d'environ 4 semaines afin de permettre aux équipes d'effectuer la réorganisation des lieux, le déménagement et l'intégration des collections. Veuillez prendre note que pendant cette période, les chutes à documents sont également fermées. Toutefois, l'accès aux ressources numériques en ligne demeure disponible en tout temps, et ce, durant la fermeture des succursales au biblio.villemontlaurier.qc.ca. L'ensemble des services numériques sont gratuits. Une bibliothèque satellite sera érigée dans l'édifice du Centre McLaren au centre-ville, situé au 532 rue de la Madone. La Ville de Mont-Laurier informera les citoyens lors de la réouverture graduelle des succursales. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. À la semaine prochaine. Nous vous laissons sur une entrevue de Michael Turbé de Sodium Cycle, entreprise de vélo électrique s'implantant dans la région. Ici Daniel Drolet. Alors, je suis avec Michael Turbé de Sodium Cycle qui nous arrive de France pour implanter un projet au Québec. Rapidement, Michael, qu'est-ce que vous êtes en train d'implanter ici? On implante une société qui va fabriquer localement des vélos et des motos électriques. Alors ça, c'est à partir de zéro, là, une usine dans la région de Tremblant. À partir de presque zéro, parce qu'on l'a déjà en Europe. Mais oui, c'est-à-dire qu'on fait une fabrication locale de batteries et une fabrication autour de la région de Mont-Tremblant de châssis pour les motos et les vélos, et ensuite d'assemblage et de personnalisation. Et donc, les gens vont pouvoir acheter, personnaliser leur vélo. C'est ça. Quelqu'un va nous demander en fait d'avoir un vélo rose, violet ou jaune. On lui fera et on pourra rajouter directement des accessoires, un surf rack pour mettre son snowboard, ou un sac ou un dosseret pour un enfant à l'arrière ou un petit panier pour les courses. Voilà. Et donc, en plus de la fabrication, vous allez travailler avec des partenaires, par exemple, pour offrir des produits de tourisme, etc. L'idée, c'est de parler avec les locataires ou des gens qui organisent des circuits de balade pour que les gens, à la journée, puissent partir avec les vélos ou les motos, s'arrêter dans un petit restaurant, un café, une érablière, visiter et avoir une expérience, disons, verte du tourisme. Parfait. Et dans combien de temps on pourrait voir tout ça? Eh bien, dès cet été, parce que les vélos arrivent.
Les motos, il y a une question Les, réglementaire. les vélos arrivent, bon, vont arriver de France, présumément. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. on va les voir l'été 2024. Oui. OK? Et les motos un peu plus tard, parce qu'il y a une partie réglementaire. Mais oui, les vélos arrivent là dès cet été. OK, la marque, dites-nous la marque. Chewbacca. Avec un X, je crois. X-U-B-A-K-A, parce que c'est d'origine basque. Et le X égale che, donc Chewbacca. Ah, ben, c'est bon à savoir. Donc, on va voir ça cet été. Ensuite, vous parlez de motos. Oui. On a l'habitude d'avoir des motos qui font beaucoup de bruit ici, là. Oui, oui. Mais, donc, c'est pas la même chose, les motos Alors, électriques? c'est la même chose sans le bruit. OK. Le but, c'est de ne pas polluer. Le but, c'est d'être discret, de faire attention à l'environnement. Donc, il y aura des motos urbaines, des motos pour le off-road. Et il y aura en fait des motos 50, équivalent 50 et équivalent 125 cm3. Et combien de kilomètres on peut faire avec vos batteries, là? Alors, avec les batteries, avec le vélo, on peut faire jusqu'à 100, 110, voire 120 km. Ça va dépendre des conditions, du poids, plein de choses. La moto, il y aura plusieurs modèles. Il y a des modèles qui vont faire 50, 60, d'autres 100. Et la 125 qui arrivera un peu plus tard. Là, on pourra aller presque jusqu'à 180. Comment on s'implante ici? Je pense que vous êtes associé avec l'incubateur MonX. Oui. Parlez-moi un peu de ça. De l'infrastructure ou de l'écosystème qui vous accompagne? L'écosystème, c'est un regroupement en fait, d'acteurs économiques, de banques, d'acteurs du tourisme, d'acteurs hôteliers, d'avocats. Et en fait, c'est des gens qui nous coachent pour venir en fait, s'installer ici et qui nous aident directement sur toute la partie réglementaire et la partie également administrative. Et ça ne doit pas être facile de venir d'un autre pays pour connaître toute la réglementation ici. Non. Mais je crois que vous êtes assez bien entouré, d'après ce que je comprends. Oui, on est entouré. Après, on est toujours à l'écoute de plein de choses, mais oui, on est bien entouré. Et c'est ça qui est agréable. C'est-à-dire qu'on a des acteurs qui sont ouverts et qui sont volontaires aussi pour nous aider à passer toutes ces étapes jusqu'à l'implantation. Et vous voyez à l'avenir Mont-Tremblant qui serait un siège social nord-américain pour cette compagnie-là? Pour nous, c'est la tête de pont d'Amérique du Nord, voire d'Amérique du Sud lorsqu'on sera vraiment bon. Mais oui, parce que concrètement, le Québec a investi sur la production de batteries. Et ça, c'est vraiment un truc important pour nous. Nous, on veut vraiment avoir une empreinte carbone la plus basse possible. Donc, on ne veut pas utiliser des bateaux qui vont d'un point A à B. Donc, on veut produire localement, d'abord les batteries, puis les vélos, et de faire l'assemblage ici qui ira directement par camion là où ça ira. Parfait. Michael Turbé de Sodium Cycle, merci beaucoup. Merci beaucoup.